Je voulais faire le mot d'intro. Donc l'idée c'est de vous faire une présentation autour du BDD et différentes choses, autour des spécifications. Et vous allez voir pourquoi on appelle ça revivre vos spécifications. Donc moi je suis Yannick Gresinger, j'ai acté en tant que développeur sur le projet, sur le Rails qu'on va vous présenter. Et je vais laisser Clément Rochat se présenter pour la suite. Bonjour, je suis Clément Rochat, je suis consultant agile chez Xebia. J'interviens sur des transformations agiles et dans l'opérationnel aussi, en tant que Scrum Master, Product Owner, ça peut dépendre un peu des cas. Je te laisse, à toi l'honneur. Donc c'est moi qui remercie tous les sponsors du Scrum Day aujourd'hui et tous les spectateurs. Donc ils sont tous représentés ici. Donc commençons un peu par discuter de qu'est-ce qu'est cette présentation. Aujourd'hui, le système, on ne l'a peut-être pas très bien expliqué, nous voulons intervenir pour raconter une petite histoire qui va prendre la forme d'un Rex, mais aussi d'une démonstration. On verra un peu de code, on verra un peu comment ça s'est passé et comment on a fait du refactoring par exemple. Donc ça va être un peu tout ça en même temps. L'histoire elle commence en juillet 2013 à peu près, où j'interviens avec mes collègues de Xebia, dont Yannick et des deux autres personnes, chez un opérateur téléphonique connu, c'est un carré rouge, je ne sais pas si ça vous parle. Au début, on était chez Xebia, on était dans notre petite salle en mode pseudo-forfait agile, c'est-à-dire que c'est plutôt on achète du sprint. Et on avait plusieurs projets. Donc moi j'interviens au début comme pseudo-directeur de projet, et puis finalement les projets sont en train de se terminer. On n'a plus qu'un ou deux projets, des projets assez importants, et on a besoin d'aller chez le client parce qu'il nous manque cette communication. Donc on fait le choix d'aller directement dans les locaux et de continuer là-dessus. Le mode directeur de projet, il est vite disparu parce que finalement on avait un projet qui était assez impactant et mon rôle finalement c'était celui que j'aime bien, celui de majordome agile. On appelle ça majordome parce que c'est à la fois un peu PO, c'est à la fois Scrum Master. Il faut que l'équipe fonctionne et donc on agit comme ça. Ça sera aussi un exemple de développement en milieu hostile. Alors la petite blague là, je ne parle pas de l'équipe ou de l'entreprise, je parle plutôt du fait que un travail d'équipe, un travail avec une démarche agile, c'est pas forcément ce qu'on cherche là où on intervient. Une équipe qui est plutôt en mode héros, avec des gens des sommes d'individualité très compétentes et qui fonctionnent bien. Tout marche bien, les projets sont à peu près livrés, mais on va voir dans ce petit Rex que nous on avait besoin de quelque chose de plus, quelque chose qui nous permette de travailler en équipe et de faire des choses un peu plus agiles. Alors on a réfléchi au début, donc le but c'est faire revivre vos spécifications. On voulait faire une petite présentation sur les spécifications, le modèle CMMI, les specs un peu costauds et les gros pavés. On s'est dit que vous étiez tous assez expérimentés et que vous aviez déjà expérimenté ces modes de fonctionnement. Donc on a fait le choix de prendre une petite touche humoristique. Est-ce que ici, si vous pouvez lever le doigt, les gens qui connaissent le site assez connu qui s'appelle Les Joies du Code? Ouais, d'accord. Ça c'est donc bien. On est en territoire compte. Donc en fait on a tapé spécification dans les Joies du Code et puis on a cherché quelques gifs pour commencer. Donc voilà, quand le client m'affirme qu'il ne trouve pas les fonctionnalités précisées dans sa spec. Donc on le revoit pour une deuxième fois peut-être. Voilà, donc il cherche son burger, il n'y a pas de frites, en fait elles étaient cachées là. Pour ceux qui ne connaissent pas, les Joies du Code, c'est un site qui a été fait par des développeurs, mais dans le but de mettre une situation humoristique avec quelque chose qui vivait réellement et avec une phrase qui était vraiment sortie de leur contexte de développement. Donc le deuxième, quand je viens de finir les specs et que j'ai rien compris. C'est ce que j'ai vécu, c'est pour ça. J'ai pas jeté les papiers, mais presque. Ça c'est très lié à la petite histoire qu'on va vous raconter ensuite. Et donc, quand les specs sont trop longues. Donc voilà, c'était la petite touche humoristique. Je vous invite à découvrir ce site si vous ne le connaissiez pas, Les Joies du Code.
Donc on rentre un peu dans le vif du sujet et le pourquoi de cette discussion autour des spécifications. La spécification en tant que telle, moi je la vois vraiment comme un peu comme ça, c'est-à-dire un énoncé, et puis il n'y a qu'une solution. On ne sait pas vraiment où on met les pieds, on essaye de comprendre l'énoncé, et puis on fait comme on peut. Donc l'exemple là de trouver X, X il est ici. Notre problématique, c'est typiquement le manque de collaboration, le fait que quand une spec est écrite, peut-être 6 mois à l'avance pour la réécrire, pour la comprendre après, quand on la lit, c'est pas forcément évident, on n'a pas les bons interlocuteurs, donc on va chercher à travailler ensemble sur le moment, déjà pour être à la page, et développer quelque chose qui convient à celui qui a écrit la spécification. On va parler de coécriture, et c'est le sujet aujourd'hui aussi, c'est comment écrire des user stories, mais surtout coécrire des user stories, les réfléchir ensemble, et on va vous montrer notre façon de travailler à l'aide du BDD. Donc un peu de contexte, donc j'ai dit tout à l'heure, un opérateur téléphonique, pas de volonté d'être agile dans le process, mais comme je l'ai dit, c'est pas quelque chose de mal, parce que les gens ont cette habitude et ont plein de choses qui sont agiles, dans le sens où ils ont la motivation, ils ont l'accès à l'information, quand ils sont là depuis un moment, ils savent la trouver, et ils communiquent ensemble. Pas forcément comme nous on l'aurait espéré, mais il y a tout ça qui fonctionne. Et bon, il y a cette culture du héros qui n'est pas vraiment en adéquation avec l'idée de monter une équipe, que ce soit une équipe Scrum ou une équipe agile en général. Donc voilà un peu le contexte. Des difficultés, mais aussi des choses très positives. Hein. C'est des endroits où il fait bon vivre et où on a pu essayer de faire ce qu'on voulait, et on a quand même assez réussi. Le concept du sujet et de l'appli sur laquelle on a travaillé, c'est un catalogue qui permet à tous les fronts, et donc les mobiles, n'importe quoi, enfin n'importe quel sujet, d'attaquer en fait un même catalogue pour les offres qui sont présentes sur le site. Je ne rentre pas dans le débat, enfin pas dans le débat, mais dans l'idée d'avoir... il y a des choses fixes, des mobiles. Pour l'instant, nous, on a généralisé, ce n'était pas forcément tout ce qu'on a fait, mais on a simplifié pour que la compréhension en 1 heure soit possible. Donc on a des équipes marketing qui ont une nouvelle offre, qui veulent la faire apparaître sur le site, et avant cet outil, finalement, ça faisait une spécification, un nouveau développement, qui pouvait éventuellement peut-être aller même jusqu'au front pour changer des choses. Et donc le choix de la première version de cette appli, sur laquelle c'est pas celle sur laquelle on a participé, c'était de généraliser ça dans un service où qu'on puisse paramétrer et éviter de redévelopper des choses quand une application, une nouvelle offre arrive. Donc nous, on n'a pas fait cette partie front, mais on a fait donc ce service qui permettait de gérer ce catalogue. Donc normalement, chez notre opérateur téléphonique, on aurait dû avoir des spécifications comme celle-là. Ça, on en a déjà parlé. C'est pas tout à fait ce qu'on a eu. Et donc, je voulais faire ce petit warning avant. L'image suivante peut heurter la sensibilité des plus agiles d'entre nous. Vous êtes prêts? Voilà les specs tels que nous, on les a eus. C'est du code. C'est donc du fichier Excel. Hein, c'est pas du VB. Vous l'avez tous vu. Et la démarche était de dire, vu qu'on ne se comprend pas entre les business analysts, le métier et les développeurs, autant écrire le code à leur place. Bon, on a Excel, ça marche bien, ça marche pour tout, c'est le meilleur outil agile du monde, donc pourquoi pas, on y va. Et donc, nos business analysts étaient, mais par culture, c'est-à-dire que même si ce n'était pas leur mode de fonctionnement, on leur a demandé de faire ça. On leur a dit, vous l'écrivez, alors en français, hein, vous voyez les boucles, donc les pour, toute action, de, etc. Donc c'est écrit en français, c'est indenté, c'est magnifique. Alors, il ne reste plus qu'à l'écrire. Merci. C'était donc dans l'idée, en plus, vous imaginez, quand vous mettez ça dans un gestionnaire de configuration, les merges, ils ne sont pas très simples. Donc ça ne bouge plus, une fois que c'est écrit, c'est compliqué, et dès qu'il y a quelque chose de codé, finalement, si ce n'est pas tout à fait pareil, le business analyst est obligé de réécrire donc, ses specs au fur et à mesure. Donc ça, c'est le loin de l'application sur laquelle on est intervenu. Donc voilà un peu notre équipe. Donc là, vous voyez Yannick et la business analyst qu'on a kidnappé par la suite pour essayer de faire quelque chose et de s'en sortir.
Donc à ce moment-là, moi j'arrive, je découvre un peu le sujet, je me rends compte de l'ampleur et puis j'ai surtout une équipe de développement. À l'époque, on avait 3 personnes dans le développement plus moi qui intervenaient à 3 jours sur 5 à peu près, et avec une équipe qui ne veut pas y aller. Une personne qui a déjà codé sur le Lo1 et qui a vu ce que c'était et qui a eu la souffrance d'avoir un truc où on rajoutait des choses en permanence, un peu toujours à l'arrache. Et donc je me retrouve avec ce sujet-là. Donc on a fait une espèce d'équipe commando, et voilà comment pour les besoins de la présentation je l'ai fait. Donc c'est un peu l'agile to risque. Donc j'ai utilisé The A-Team, c'est le titre en anglais, et ça marchait bien avec Agile, donc j'ai utilisé cette idée. Dans la métaphore, il y a plusieurs choses. D'abord, il a vraiment fallu qu'on kidnappe le business analyst, parce que la personne était occupée dans d'autres sujets, il y avait plein de complexité, et on a eu une grande chance, c'est que notre opérateur téléphonique qui était en train de déménager, il y avait des salles un peu libres, il y a une chose, donc en fait on s'est caché, on a trouvé une salle à 4, on l'a mis dedans, on n'a surtout pas mis nos noms sur les portes, et donc finalement il n'y a que les gens qui connaissaient qui pouvaient venir nous voir, donc en général c'était un peu lié à notre activité. On a eu la chance de pouvoir faire ça, mais voilà un peu comment ça s'est passé. Donc je suis allé voir cette business analyst, je l'ai mis dans mon fourgon et je lui ai dit bon, ok, on reprend depuis le début. Moi c'est spec Excel, je ne veux pas les lire et puis je vais sûrement mal les comprendre. On recommence, explique-moi. Ça nous a pris à peu près 2 jours et demi d'atelier où on a juste discuté et raconté la vie de ce service de catalogue. Pour commencer, moi j'avais cette petite idée en tête d'automatiser déjà les tests fonctionnels. Il fallait qu'on trouve un langage commun. Le langage des specs, ça m'allait pas. Le langage du dev, on a bien vu ce que ça donnait sur Excel, ça marchait pas non plus. Donc il a fallu trouver une solution. Cette solution, on l'a trouvée dans le BDD, et plus principalement, donc le BDD c'est le développement dirigé par les comportements, B pour behavior. Et là, dans cette façon de faire, il y a une façon qui émerge, qui est une syntaxe assez contrainte, qui est de tout écrire dans nos spécifications de cette manière, avec un given, donc étant donné qu'un contexte, when l'utilisateur effectue certaines actions, alors on doit pouvoir constater telle conséquence. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a un événement, une action. Vous l'avez remarqué, on n'a pas de si. On n'a pas de lorsque ou de tant que, etc. Donc dans notre discussion, on va décrire des comportements, on ne va pas commencer à réfléchir au code. Le code, l'algorithmie, si on veut rendre les équipes autonomes et motivées à faire leur travail, il faut leur laisser ce dernier bastion c'est le développeur et l'ingénieur qui fait l'algorithmie d'un projet. Surtout que quand le business analyst a été un peu technique avant, vous les connaissez tous, on les connaît tous et on rentre facilement dans cette façon de faire. On a nos techniques d'il y a 5 ans, c'est plus celles d'aujourd'hui. Je pense aux bases de données, je pense à plein de sujets, je pense au front, au développement front. Les technos évoluent, donc laissons faire les algorithmes par les gens qui développent. L'intéressant là-dedans, c'est que quand on enlève les si et quand on enlève les on parcourt, etc., le discours devient extrêmement contraint. Quand on veut expliquer qu'est-ce qu'on veut, on commence à avoir une démarche. Mon utilisateur, il fait ça. Quand il appuie sur tel bouton, il se passe ça. On a un contexte, on a du contexte, on a toute l'information. On fait un petit lot de comportements décrits comme ça, on en prend 3-4 et là on commence à voir émerger des user stories. Et c'était ça notre but en fait, c'est de ne pas parler de user story, mais d'essayer déjà de décrire des comportements et de s'en sortir dans ce code qui était et dans cette application, dans ce service, donc sans IHM, et comment rentrer dedans. Tout à l'heure, on a vu dans la keynote, on a entendu parler de StoryMap. De la même manière, je ne vais pas non plus trop expliquer, mais ça a été l'outil qui nous a un peu sauvés. Finalement, on a fait ce que j'ai appelé une rétro StoryMap. Et donc, à partir de ces interviews avec le business analyst, on a discuté, on a essayé de refaire cette cartographie fonctionnelle de toute notre application. Donc, avec un parcours, vous le voyez en haut, plus ou moins, on entre dans le service et on sort du service. Et puis différents blocs auxquels on va se raccrocher en fait. Et on va sortir du fonctionnel, mais
dans ce bloc. Ce bloc, on sait ce qui se passait avant, on sait ce qui se passe après, on ne rentre pas dans le détail. On a une entrée du bloc et donc du coup on peut avoir de manière un peu plus unitaire, ou en tout cas plus identitaire, on va traiter notre bloc. Récupérer les offres éligibles à la DSL, c'est un bloc, on va pouvoir ne parler plus que de ça. Parce que dans le given qu'on a vu tout à l'heure, eh ben, on va y mettre given, l'appel c'est OK, la vérification de la génération c'est OK, donc tout ce qui est avant c'est OK. Maintenant on traite fonctionnellement le sujet dont on parle. Et donc on a parlé, on a écrit dans Confluence, on a écrit des BDD et on a fait des titres en fait, hein, des grand 1, grand 2, c'était donc les colonnes qui sont en haut. Donc on commençait à écrire, puisque là c'était de la rétrospec en gros, on commençait à écrire ce qu'on voulait et les comportements qu'on voulait décrire. Là les développeurs ils commencent à voir clair dans le système et ils commencent à s'imprégner. Quand il a fallu faire des user stories, on est dans un truc qu'on n'a pas d'IHM, donc il a fallu jouer aussi avec ça et il a fallu comprendre un peu. Donc une petite technique qu'on a utilisée, qui n'est pas toujours bonne, mais là qui marche bien et que je tenais à vous faire partager, c'est l'idée d'avoir des user stories composées et de passer au niveau composant, en fait, de dire en tant que, ben là on ne va pas utiliser l'utilisateur qui est loin sur son front, mais on va utiliser un composant. Donc je vous donne cet exemple. En tant qu'utilisateur, je veux faire quelque chose de très complexe afin de faire l'action A. Ça, c'est notre grosse story, notre épique, vous l'appelez comme vous voulez. Et là-dedans, on va rentrer sur le mode composant et on va dire, en tant que composant X, je veux implémenter l'opération Y afin de faire l'action C. Et contribuer à A. Donc là, j'ai un retour finalement à qu'est-ce que c'est, je ne perds pas le fil, qu'est-ce que je veux faire de très complexe, mais là, pour le moment, je vais pouvoir me concentrer là-dessus. Donc on a commencé comme ça à spécifier par l'exemple. On écrit des exemples BDD, on les transforme en tests d'acceptation. Donc s'ils ont du sens, c'est qu'on a décrit un vrai cas, donc on va pouvoir le tester. Et on va pouvoir rentrer dans les domaines fonctionnels. Les tests vont vérifier et donc ce petit cercle va vous aider à avancer dans le brouillard. Maintenant que j'ai dit ça, finalement, qu'est-ce que j'ai ? J'ai toujours pas développé. J'ai dans mon Confluence des comportements qui décrivent chacune des actions. On n'a pas trop regardé encore dans le code, donc on ne sait pas si ce que le billet a dit, c'était la réalité. On verra après qu'il y avait pas mal de choses qui avaient changé et ça, c'était pas spécifié. Et nous, notre première démarche, ça a été de dire, bon, bah, maintenant, on automatise tous ces comportements. On les code, on les teste, on fait passer tous ces tests au vert. Et à partir de là, on commencera à faire nos évolutions et notre lot 2 qui est arrivé, donc là où on rentrait vraiment dans le détail. Et là, je vais laisser Yannick nous parler de comment on a automatisé. Donc l'idée, c'est que vous avez vu une très bonne presse là, du contexte, de comment on en est arrivé là. Maintenant, l'idée, c'est de présenter des choses un peu plus concrètes et mettre les mains un peu dans le cambouis. Alors, je ne vais pas coder en direct, mais je vais montrer du code. Donc, première étape, on s'est posé la question, comment on pouvait automatiser le BDD. Donc, il y a plein de frameworks de tests, mais il y en a deux qui sont très connus pour vraiment suivre la norme BDD et l'écriture des stories et ensuite permettre d'automatiser. Le premier, c'est Cucumber, qui vient du monde Ruby, qui est aussi très présent dans le monde JavaScript, et JBF, qui est entièrement dans le monde Java. Alors, on a essayé de comparer les deux, et au final, les fonctionnalités sont très proches. Donc on s'est dit, bon, on fait du Java, on fait un web service Java, on va rester en JBF. Mais ça a plutôt bien fait le travail. Donc, qu'est-ce qu'on va présenter ? Je vais vous présenter un petit exemple tout bête. Vous êtes une boutique d'e-commerce. Vous voulez simplement calculer le prix d'un panier d'achat avec la TVA. Donc, quel est le prix total à la fin que je vais présenter à mon utilisateur ? Donc, rapidement, juste pour expliquer, si demain vous voulez lancer un projet JBF, il vous suffit d'utiliser Maven. Vous faites Maven Archetype .generate et vous choisissez le numéro 686. C'est précis, vous le notez. Il faut s'en rappeler lundi. Donc le scénario, c'est calculer le prix total d'un panier après avoir appliqué une taxe. Donc on a un panier avec un prix total, on a une taxe de X%. On
l'action, c'est de calculer le prix total avec la taxe, et à la fin, on s'attend à un prix. Donc vous voyez, le prix total c'est 100, on a une taxe de 20%, et on lance, on attend, on veut avoir 120. Alors, petite pause technique pour passer en mirror. Alors, préférence, si Clément, tu veux dire des blagues. Vous avez tous compris le principe, hein, c'est vraiment un ajout de TVA. Donc je prends toutes mes options dans mon panier, ça me coûte tant, on fait la somme. Et l'idée, c'est de dire, voilà le résultat que ça aurait dû faire, on le calcule une première fois et on vérifie que le code il calcule réellement notre... Donc voilà, c'est exactement la même chose écrite avec JBF, avec un colorateur syntaxique, c'est IntelliJ. Donc l'idée, c'est la même description et vous avez les exemples ici, 120, 120. Là, on va se mettre très très bas niveau. Est-ce que ça marche? C'est peut-être un peu petit. On va mettre un peu... C'est bien? Ouais, on va. Donc voilà, on a notre premier test, on va le lancer. Donc on fait maven install, ça permet de lancer les tests. Ça lance JBF. Et là on voit, c'est un succès. Ok, on peut remonter en haut, on voit qu'on a bien 120, on s'attendait à 120, on a bien 120, tout est bon. Ok, très bien. Quelque chose à rajouter? Relis là peut-être, qu'on voit bien les... Alors, donc, les tests, ça reprend, donc scénario, calculer le prix total du panier, après avoir appliqué une taxe. L'exemple en cours, parce que vous pouvez en rajouter autant que vous voulez, mais l'exemple du moment, c'est given un panier avec un prix total de 100 €, vous avez une taxe de 20%, on calcule le prix total, donc ça c'est ce qu'on appelle, donc, pour notre exemple, c'était les composants. On aurait pu se mettre au niveau utilisateur si c'est une interface, mais là on s'est mis au niveau des composants parce que c'est du métier vraiment complexe. Donc on appelle notre brique et on s'attend à un résultat. Et ça c'est un outil de JBF qui permet de, vous pouvez mettre une sorte de tabulation et rajouter des sommes d'exemples supplémentaires. Tu vas le montrer. Donc voilà, je vais justement vous le montrer en direct. C'est la seule partie de live coding, ça va être très rapide. Donc on se dit, voilà, nous on a des choses un peu plus précises, on a des virgules maintenant dans les prix. Donc on s'attend, si on a un prix de 100,1 €, on s'attend à 120,12 €. Ok, rien de compliqué pour l'instant. Donc on se dit, Donc tout ça, c'est, imaginez, vous avez le fonctionnel a rajouté cet exemple, vous relancez votre intégration continue, votre build Jenkins, et puis vous voyez qu'il y a une erreur, build failed. Ok, qu'est-ce qui se passe? Donc on remonte un peu, et puis on va voir ce que ça a donné. Et là, ce qu'on voit, c'est quand on met 100,1%, on se retrouve avec 120,1199, etc., etc. Donc j'imagine que vous savez tous d'où ça vient. Non? Si vous connaissez un peu Java, vous savez qu'il y a un problème. Parce qu'en fait, on avait un panier, un calcul du panier. Attendez, c'est petit. C'était notre première version qui est très simpliste. Donc on crée un panier avec le prix total, puis on a une méthode qui calcule avec la taxe. Sauf que c'est en double. Et malheureusement, en double, vous avez une erreur d'arrondi. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? On a directement la correction, parce qu'on a des très bons développeurs. Et l'idée, c'est qu'on a exactement les mêmes interfaces, vous avez même les mêmes entrées, sauf que vous allez utiliser Big Decimal. Big Decimal a l'avantage en Java de gérer correctement les arrondis, donc n'importe quel type de calcul. Donc là, on utilise Big Decimal, on corrige, puis dans les tests, alors normalement on n'a pas à changer, on corrige directement la bonne méthode, donc, pour aller plus vite, on utilise le panier corrigé, on relance les tests, alors il faut applaudir à la fin. Sinon, ça ne marche pas. Build success. Non, il faut applaudir quand même. Bon, on revient, on va repasser à plus de sérieux. Alors, tac, zap. On va relancer comme ça. Donc voilà, c'était un exemple très simpliste de mise en pratique du BDD. Maintenant, l'idée, c'est qu'on va passer à l'histoire d'un refactoring chez SFR. Donc, comment on a réussi à faire revivre les specs, mais aussi le code. Donc l'idée, c'est que le BDD, grâce au travail de Clément, ça nous a permis de reprendre le besoin métier, de comprendre, de l'approprier, même avec la business analyst, qui pouvait, même malgré sa haute compétence, pouvait parfois être perdu dans la complexité, et donc de recomprendre ces briques, qu'est-ce qui se passait. Donc, alors, il faut vous dire que
j'ai beaucoup itéré sur la simplification du métier. Je pensais avoir fait quelque chose de très simple et on m'a dit non, c'est toujours incompréhensible. Donc si vous comprenez toujours pas, c'est pas très grave, c'est peut-être même tout à fait normal. Donc l'idée, c'est que c'est le catalogue fixe et en tant que catalogue, je veux valider l'intégrité des groupes d'options. Pour expliquer, en gros, c'est une offre qui contient X groupes et chaque groupe peut contenir X options. Et on veut vérifier que ce groupe d'options est cohérente. Moi, j'ai rien compris. Non, Clément, il comprend toujours pas. Après, c'est normal, il a quitté le projet. Il n'a pas su. Donc l'idée, c'est, on va l'écrire en mode BDD. Donc Clément a repris ce besoin-là, il l'a réécrit. Et là, j'espère que ça va être plus clair avec un exemple. Justement, c'est l'intérêt du BDD, utiliser des exemples pour clarifier les choses. Donc vous avez un groupe qui s'appelle débit Internet d'une offre mobile. Et l'idée, c'est que vous avez dans ce groupe plusieurs options potentielles que l'utilisateur pourrait choisir. C'est Internet illimité ou Internet limité à 100 mégas par mois. Et ces deux options, en fait, ont une action associée qui est soit je souscris, soit je résilie. Vous faites un changement d'option, vous dites je souscris cette nouvelle option ou je résilie celle-là, etc., etc. Donc quand le catalogue va vérifier l'intégrité des groupes, on veut deux résultats. C'est quand on a souscrit aux deux éléments, il y a un problème, donc on dit KO, et sinon on dit OK. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris là? Vous avez le droit de lever la main. Est-ce que c'est clair? Ouais, ça a l'air d'être clair. Donc voilà ce que ça donnait dans le cours. Alors là, si vous ne comprenez rien, c'est normal, moi non plus. C'était pourquoi vous avez vu les têtes effrayées? C'est parce que des fois, je suis tombé sur du code que je n'ai jamais compris et que je ne comprendrai jamais. Donc là, c'est un exemple de sur quoi on est tombé au début. Donc déjà, on commençait par trier les options dans un groupe. Ensuite, on parcourait les options, on vérifiait qu'on ne dépasse pas un nombre maximum. Ensuite, on reparcourait les groupes. Et à chaque fois, bien sûr, comme on parcourait les options, il fallait récupérer le groupe, il fallait compter le nombre d'options proposables dans un groupe. Alors pour la petite histoire rigolote, c'est qu'une option peut être proposable, visible, non faisable. On ne sait plus trop ce qui se passe, ça peut donner plein de vous pouvez faire autant de switch que vous voulez. Donc voilà, on se demandait pourquoi. Alors on a mis le BDD, on a fait passer les tests, ok, ça marche. Le code répond aux besoins métiers. Maintenant, qu'on avait un test vert, on s'est dit, mais attends, c'est pas logique. Moi, en tant que développeur, il y a un truc qui me chiffonne, il doit y avoir plus simple. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On garde l'idée de récupérer, le catalogue, c'est vraiment une série d'étapes. On récupère les données de l'étape précédente, et puis là, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est que pour chaque groupe de l'offre, on vérifie si le nombre d'options est correct. Donc, et en fait, dans chacun des groupes, les cases vertes que vous voyez, c'est des méthodes. Vous calculez le nombre d'options qui sont sélectionnées par un utilisateur. Est-ce que là, vous comprenez? Est-ce que ça vous paraît clair? Alors moi, je voudrais savoir, qui trouve ça beaucoup plus clair qu'avant? Vous avez le droit de ne pas lever la main, il n'y a personne qui lève la main, je suis déçu. Compliqué, simple. Est-ce que vous trouvez ça plus simple qu'avant? Est-ce que ça vous parle plus? Normalement, si vous avez développé, vous avez côtoyé des développeurs, au moins vous ne parcourez pas 4 fois la même chose, quoi. En fait, le gros changement qu'il y a eu aussi, il faut avoir ça à l'esprit, c'est qu'on avait un code qui était vraiment monolithique et complexe, et finalement, le refactoring que les développeurs ont pu faire, ça a été un refactoring fonctionnel. On n'est plus en train de dire techniquement, ça serait mieux de faire comme ça on le sait et on va essayer de le faire, mais on peut sortir des blocs fonctionnels et sortir de notre code monolithique des blocs intéressants qu'on peut tester et même peut-être sortir ou rendre génériques, etc. Donc c'était cette démarche-là de s'approprier en tant que développeur la partie fonctionnelle et finalement de simplifier. On enlève des boucles, on enlève des choses parce qu'on l'a compris et donc on peut accélérer le système et optimiser le code. Alors, je vais rajouter des choses que c'est vrai que c'est parce qu'à mon avis c'est la chose la plus importante, une des plus importantes qu'on a fait dans cette expérience. C'est que moi j'ai vécu beaucoup de projets et souvent quand vous reprenez du code, le problème c'est « ah non on n'y touche pas, on ne sait plus comment ça marche ». On a peur des régressions. La régression c'est la grande peur de toute personne qui arrive qui se dit bah, « allez je vais refactorer tout ça ». Donc soit il le fait et puis après il n'y a plus rien qui marche, puis il se fait engueuler, soit il ne le fait pas parce qu'il a peur. Et en fait en mettant le BDD, en mettant cette test fonctionnel, on peut valider que fonctionnellement c'est bon et dès que c'est validé fonctionnellement, les développeurs ont le loisir de faire tout ce qu'ils veulent. Tout ce qu'ils veulent. Moi, en tant que développeur, je dirais même, ils ont le droit d'utiliser n'importe quel langage, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent tant que ça répond aux besoins de métier. Donc c'est vraiment ça en quoi
c'est vraiment là où se trouve le titre de la présentation. C'est grâce à ça, vous pouvez faire revivre votre code, vous pouvez le faire réévoluer, vous pouvez le faire rebouger. Alors bien sûr, ça demande un investissement, mais l'investissement est clairement bénéficiaire sur le long terme. Je vais passer un peu à la suite. La suite, c'est quoi? C'était bien, JBF, c'était très bien. Donc on avait notre premier projet qui était un web service. Puis on s'est dit, pourquoi ne pas continuer, ne pas réutiliser ce principe sur un second projet. Alors qu'est-ce que c'est que ce second projet? Le second projet, c'est la partie post-panier, je vais vous expliquer ce que c'est, de la boutique en ligne. Alors cette boutique en ligne, c'est quoi? Vous choisissez votre mobile, vos options, vos accessoires, etc. À un moment, vous dites, ok, je veux vraiment acheter ça, je veux vraiment passer commande chez l'opérateur. Et donc, vous allez devoir rentrer vos informations, ou vous loguer, rentrer où vous voulez être livré, si vous avez pris un téléphone au passage, comment vous allez payer, etc. et la page de confirmation. Donc l'idée, c'est que, alors JBF, c'est bien, mais ça allait pas loin, et ça offrait, il y avait des choses qui manquaient. Ça demandait beaucoup de travail. En cherchant, en fait, et notamment en cherchant par rapport au rapport d'avancement, je vais vous présenter un peu plus loin, c'était comment on présentait notre travail et l'avancement, et qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qui tombait, est-ce qu'il y a quelque chose qui marche, sans aller voir le Maven install et aller lire des lignes de texte qui ne sont pas toujours très sexy. Donc en cherchant, on est tombé sur Thucydides, qui est un framework qui est développé par un néo-zélandais, qui est plutôt pas mal, qui est même très bien, et qui intègre donc JBF, mais pas que, il peut aussi travailler avec JUnit et EasyBee. Alors EasyBee, c'est du Groovy. La différence avec JBF pur, c'est que là, la description du métier est associée au code. Il y en a qui préfèrent, nous on est préféré partir sur quelque chose de complètement séparé pour que comme ça un PO, un business analyst, soit pas perdu par le code. Donc, et là, deuxième démo, ça va être très simple, je vais vous présenter les tests qu'on a fait justement sur ce que ça donne en live. Qu'est-ce qu'on va voir? Donc l'idée, c'est de vous montrer le test de la page d'information. Donc comment on fait du test d'interface, parce que oui, notre cas avant, on peut paraître simple, fonctionnement, métier, c'était très compliqué, mais en termes d'architecture d'une application, c'était un peu plus simple. Donc la complexité, ça arrive quand on arrive à tester une interface. Donc c'est l'idée, voilà, vous avez fait votre commande et vous allez rentrer vos informations. Il y a 4 étapes. Le choix, est-ce que vous êtes un particulier? Je vous explique rapidement pour que vous ne soyez pas perdus. Particulier, votre identité, quand est-ce que vous êtes né, et à la fin, la portabilité. Qu'est-ce que c'est que la portabilité? C'est est-ce que vous prenez un nouveau numéro ou est-ce que vous gardez votre ancien numéro? Alors je vais vous lancer ça tout de suite. Donc rapidement... Là, tu es dans ton environnement de développement. Voilà, là c'est vraiment, je suis en IntelliJ, j'ai enregistré la vidéo. Donc ici, vous allez voir, c'est les tests qui vont se lancer avec le given, when, then, qui vont passer un par un. On instancie le given, puis le when, puis le then. Juste la console de log sur la droite, sur votre droite. Et vous allez voir, alors Firefox se lance. Vous pouvez lancer ça avec Firefox, Chrome. Moi, j'arrive à les lancer avec PhantomJS, qui est headless, qui permet de se lancer dans un serveur d'intégration sans l'affichage. C'est pas très lisible, mais l'idée, voilà, vous voyez ce qui se passe, étape par étape. Donc c'est assez intéressant, ça permet même de relancer des tests sans avoir toutes ces étapes à parcourir, même en mode développement pur. Donc vous avez eu la page delivery qui est apparue rapidement, c'est la page comment je vais être livré. Et l'idée, c'est vraiment de tester de ça de bout en bout. Je rentre ma portabilité, je choisis la portabilité, voilà, conserver mon numéro actuel, et j'arrive bien sur la page. Donc c'était vraiment l'idée de reprendre cette notion. Je joue un given, je me mets dans un état, j'effectue une action, par exemple, je rentre ma portabilité, je choisis ma portabilité, et à la fin, si tout s'est bien passé, parce que là on est plutôt à tester les cas classiques, la voie qui marche, j'arrive bien sur la plage de livraison. Alors ça nous a permis vraiment de détecter des bugs quand quelqu'un commit quelque chose, ça ne marchait plus, et ça sert vraiment de test d'intégration. Comme c'est fini, je vais repasser rapidement, ou alors, non, si, c'est mieux, allez, on y va. Rien pour... Bon, ok. C'est bien ce que je pensais. Voilà. Ok, on va avancer comme ça. Non, oui, c'est ça que j'allais oublier. Fallait pas que j'oublie. Donc, juste pour vous montrer, alors bien sûr, l'écran est tout petit, ça va être dur, mais voilà. Alors JBF, c'est des rapports XML, assez pas sexy du tout.
C'est à peu près ce que vous voyez sur la droite ici, ce qui est passé, ce qui n'est pas passé. Et on va revenir à un niveau d'en dessous. Donc voilà, c'est vraiment ce que vous avez sur la droite, ce qui sont passés, ceux qui sont fail. Donc c'est pas très intéressant. Et Thucydides rajoute des informations. Déjà, il rajoute un super camembert, ça fait très bien quand vous allez voir votre copil ou votre manager. Il dit les grandes épiques, c'est Arrival, ma page d'information, ma page paiement. Par exemple, vous avez un ensemble de stories. Alors moi, celle que je vous ai lancée, c'est soumettre portabilité. Très bien, à ce moment-là, elle ne passait pas. Donc vous voyez, il y en a une qui passe pas et une qui passe. Alors ce qu'on peut aller voir, c'est qu'est-ce qui se passe. Je vais trop vite. Il y en a une qui se passe pas, c'est choisir de garder son ancien numéro. Donc on va dedans. On voit le détail de la story. Afin de valider mon panier en tant que client, je vais pouvoir choisir la portabilité de mon numéro. Et on voit que il y a eu une erreur sur l'appel à un service. Donc tu peux expliquer ton given widget. Alors, c'est ça qu'on veut voir des spécifications. L'idée c'est, je vais juste revenir à une qui marche, ça sera plus beau. J'ai l'impression que tout est parfait. Donc l'idée c'est que voilà, on a fait une série d'étapes. On est arrivé dans post-panier, dans cette étape-là. On a choisi son statut particulier. On a soumis ses informations, ça veut dire où j'habite, qui je suis. Son identité, ça veut dire carte d'identité plus sa date de naissance et où on est né. Donc voilà. Et ce que rajoute Thucydides de façon très efficace, c'est qu'il rajoute des screenshots à chaque fois. Donc c'est configurable, mais je trouve ça assez sympathique. Donc si on rajoute en tant que particulier, vous voyez à quoi ça va ressembler. C'est bien en prod d'ici très peu. Vous rentrez votre nom, votre prénom, etc. Donc ça prend des captures d'écran. Quand le client indique qu'il veut un nouveau numéro, donc est-ce que ça va être raté? Et ben voilà. En tout cas, vous avez la story quand le client, et à la fin, j'arrive, je vois la page de livraison, et quand on regarde là, on a bien la page de livraison. Donc voilà, c'est JBev à Thucydides. Thucydides, je le conseille. En plus, ça simplifie l'instanciation d'un projet JBev. Donc, allez voir ça. On va finir rapidement, il nous reste 5 minutes, la présentation, et je vais laisser reparler Clément. Donc là, on est rentré un peu dans le détail, mais maintenant, pour conclure, on va essayer de voir finalement, nous, par rapport aux autres, qu'est-ce qu'on laisse aux prochains développeurs et aux gens qui vont reprendre le sujet. On ne laisse pas de spécification. On ne laisse pas non plus vraiment de documentation, parce qu'on n'a pas vraiment eu le temps de le faire non plus. On a quand même, dans Confluence, on a quand même le résultat, la démarche, on a notre cartographie fonctionnelle, et cette story map qu'on a vu tout à l'heure, on a continué à la faire vivre. Donc on a cet accès au code pour voir. Et dans cet accès et dans chaque bloc, on a la description de comportement, et on a fait attention à écrire bien le scénario, c'est-à-dire qu'avec chaque comportement, on décrit un petit scénario, on explique qu'est-ce qu'il y a derrière et qu'est-ce qu'on veut. Donc finalement, même si on ne connaît pas tout le sujet et qu'on doit attaquer un sujet particulier, on va pouvoir rentrer dedans et comprendre, avoir du français ou de l'anglais, peu importe, et avant de rentrer dans le code et donc avoir ça. On a des comportements qu'on a automatisés, donc on a une batterie de tests qui tourne. Tout ce que vous avez vu là, c'était l'approche développeur où finalement on les joue pour valider et puis surtout pour prouver que notre story elle est bonne, puisque les comportements décrits par le billet sont automatisés, sont montrés, et donc le moment où on fait la démo, on peut même démontrer l'automatisation, et donc on a une vraie story done. Et ensuite, tout ça, c'est joué à chaque build, c'est joué la nuit, si c'est trop gros, etc. Mais tout ça, c'est rejoué en permanence, et à chaque changement, on va le jouer. Ça, c'est de l'ordre de l'anecdote maintenant, mais il y a un moment où notre projet avait des deadlines assez fortes et on s'est retrouvé avec d'autres personnes, d'autres équipes en dehors de notre petit cocon là, et de notre fourgon de l'agence Tourisque. Et on s'est retrouvé avec des gens qui ont voulu nous voir en copil, en codir, peu importe, en disant votre projet là apparemment il avance pas, vous n'avez pas sorti le service et vous avez 2 jours de retard. 2 jours, c'est pas très méchant. Donc on est arrivé là-dedans avec, on devait s'expliquer sur qu'est-ce qui se passait et pourquoi on était en retard. Je suis arrivé avec ce slide en fait.
en disant ben voilà la story map, j'ai expliqué rapidement ce que c'était la story map, et je leur ai dit ben voilà, tout ce qui est en vert, c'est les choses qu'on a faites, qui sont terminées. Alors elles ont été terminées, mais il y a eu plein d'évolutions. Donc en fait, on a fait modifier nos comportements, on a refait passer, et en permanence, on a tout refait passer au vert. Donc tout ça, c'est les choses qui sont faites. Les petites étoiles, c'est quand le comportement qui a été décrit et toute la spécification a été automatisée. Quand je parle de toute la spécification, il y a eu un gros discours, on n'en a pas trop parlé, mais sur la partie granularité de nos BDD. Parce que ça, c'est un vrai sujet quand on rentre vraiment dedans. Est-ce qu'on va complètement dans le détail ou est-ce qu'on garde une vue plus macro pour avoir quelque chose qui fonctionne? Il nous faudrait plus d'1 heure pour parler de ça. Et puis bon, on avait un petit truc qui marchait pas, qui était rouge là, donc on expliquait ça. Et puis j'avais mis le petit panneau là-bas, open, pour dire que notre service qu'on attendait qu'on livre, eh ben, il était en service et personne ne l'avait écouté, mais on avait communiqué dessus. Et ça faisait déjà depuis le premier cas super simple et depuis 3 ou 4 semaines, le service était déjà disponible et répondait déjà à certains besoins des fonds. Et donc voilà un peu la petite histoire. Donc gardez toujours votre story map sur le coude, ça peut toujours vous aider à expliquer à des gens qui ne sont pas rentrés dans le sujet. Pour moi, je n'ai pas trouvé de meilleure façon d'expliquer. Si on doit garder des choses de ce talk, voilà un peu le slide à garder. Donc adopter un langage commun avec votre métier, créer cette collaboration et cette communication. Il faut vraiment que le business analyst soit dans votre équipe et fasse vivre le code comme vous pour arriver vraiment à quelque chose. Faites confiance aux devs pour tout ce qui est code. C'est toujours mieux que les fichiers Excel. Je n'ai pas besoin que je vous les remonte, je pense. Tout ce qu'on a fait, ben, c'est tout en fait. C'est des specs, c'est des tests de non-régression, c'est des critères d'acceptance. Donc ben, voilà, la qualité, j'espère qu'on vous a prouvé qu'on pouvait faire quelque chose avec ça. Et puis, ben, une des choses où moi j'ai peu trouvé de réponse, et là je commence à en trouver avec ce genre d'outils, c'est en agile, il y a cette idée d'engagement et de ne pas avoir peur du changement et de finalement de confiance dans son équipe, et puis de confiance dans le fait de casser des choses pour faire mieux. Et donc pour ça, quand on a le contexte, c'est plus simple. Et donc la petite explication tout à l'heure du refactoring et de comment attaquer du code legacy par la partie fonctionnelle. Et être transparent, vous l'avez vu avec la story map, avec les couleurs, etc. On a toujours été transparent tout au long du parcours et pourtant on était souvent en retard. Ah, il ne marche pas. Voilà. Si. Merci à tous. Donc on tombe pile poil, donc il nous reste 10 minutes pour des questions, donc si vous avez des questions, on va laisser tourner les fils. Il y a des micros juste ici. Déjà, merci pour la presse, c'était hyper clair. Donc, moi, je suis PO chez un éditeur et j'ai eu la chance d'avoir une approche BDD aussi sur des projets. Et je voulais savoir, au début, vous avez dit bon, c'est un investissement supplémentaire de faire du BDD dans un projet. En fait, il y a deux investissements. Il y a l'investissement opérationnel, en plus de coder, on fait des spécifications, faire en sorte que ce soit automatisé, que ça tourne. Mais avant ça, il y a le coût de monter en compétence en fait, sur les technos pour les développeurs, pour les gens qui doivent adopter ce formalisme-là. Vous, est-ce que cette compétence, vous l'utilisez déjà ou est-ce que vous êtes monté en compétence sur cette techno-là à l'occasion et combien de temps ça a pris et quelle est la difficulté par rapport à ça? D'accord. Moi, j'avais des expériences en tant que développeur sur ces sujets. J'avais creusé il y a 3-4 ans les sujets sans pouvoir arriver à faire, parce que je le faisais en plus de tout ce que j'avais comme contrainte dans mon projet. Et quand on est arrivé sur ce sujet et que j'ai commencé à vraiment attaquer la phase d'interview avec le biais, je profitais de ma position aussi à la fois de coach, de consultant en transformation, et j'avais quand même si j'étais pas là pour ça, j'avais quand même à la fois cette expertise et cette aura qui, alors c'est
c'est pas pour lancer des fleurs, hein, c'est juste que quand on a des clients et des clients, qu'on a 3 dans la semaine et que c'est la même question, on a le temps de travailler le discours, hein, ça va pas plus loin. Puis on a eu la chance d'avoir quelqu'un qui était là-dedans, qui était prêt à nous suivre. Donc j'ai vraiment utilisé ma compétence et cette expertise, et peut-être que cette expertise, il faut la payer avec quelqu'un qui vient 2-3 jours pour faire cette phase d'interview. Peut-être que c'est la solution, je ne sais pas. En tout cas, ce qui nous a permis de faire ça, c'était ça, déjà. Sans ces BDD, je ne pense pas qu'on aurait pu avancer, tu me diras après. Et sur les sujets, il y avait une volonté des devs, et moi je suis arrivé avec cette petite connaissance, et tout à l'heure on a vu le Maven Archetype qui était, j'ai dit non mais moi on en fait, j'ai pris le poste de Yannick une fois, j'ai fait le Maven Archetype, on a cherché, j'ai cliqué, je lui ai dit regarde c'est là, moi je suis pas capable de le faire là, mais par contre j'ai déjà mis les nez dedans, et si toi tu arrives à faire marcher ça avec le projet, go on y va. Et je te laisse. Moi, pour répondre à ta question, je pense que le BDD en termes de pur développeur, ça veut dire la montée en compétence côté développement, elle n'est pas énorme, elle est même très faible. Il suffit de faire un Maven Archetype. Après, il y a des outils, prenez Thucydides, c'est encore plus simple, c'est vraiment extrêmement simple. Après, bien sûr, il y a un peu de config à mettre en place, Hudson, pour avancer les tests de façon unitaire, un par un. Mais c'est à la portée de n'importe quelle personne qui fait un projet Java EE ou Spring, vraiment sans problème. Ça, c'est la phase développement, elle est super simple. Par contre, c'est là où je pense que c'est le plus dur. C'est nous, on a eu la chance d'avoir une business analyst qui est partie avec nous, qui s'est laissée embarquer dans la fourgonnette de l'Agile Team. Et on a travaillé beaucoup ensemble. C'est-à-dire, en fait, le plus dur, c'est pas la technique. Dans BDD, il faut oublier la technique. Le plus dur, c'est vraiment de travailler ensemble et de co-créer, de discuter en permanence. Vraiment en permanence. Voilà. Je crois qu'il y avait d'autres questions. Alors, en fait, non, c'est juste pour rebondir là-dessus, parce qu'on parle beaucoup d'outillage Java, qu'il existe la même chose, ce que je connais pas dans le monde Microsoft, et même conclusion, la problématique sur l'outillage. C'est super facile de monter en compétence sur les outils et les faire tourner. La problématique, elle est sur comment embarquer le métier là-dedans et faire écrire ces specs. Ouais, je pense que c'est vraiment oublier l'outillage. L'outillage, vous trouverez, vous arriverez à le faire marcher. Avoir un PO qui est prêt à travailler, qui a le temps de travailler à côté, qui est prêt à réfléchir, qu'on est prêt à le remettre en question, ça c'est beaucoup plus dur. Je pense que c'est là où il y a le vrai travail, et c'est là où ce que Clément a réussi, c'est d'embarquer la PO et de la faire travailler. Et bon, après elle est jeune, elle est pas à se dire ouais, les développeurs, j'ai pas envie de leur parler. Les fichiers Excel, c'est exactement ça. Vous avez vu du fichier Excel parce que la personne n'a pas envie de parler aux développeurs, parce que pour eux ce n'est que de l'exécution. Et c'est là où il y a vraiment un travail à faire et à casser des préjugés et à prendre le temps de travailler ensemble. C'est-à-dire là, la version que je vous ai montée de Refactoring, c'est une version en complexité 1/50. Et j'avais pris l'exemple le plus simple. Donc il y a vraiment des exemples où j'ai dû retravailler, recomprendre, réécrire une fois, 2 fois, 3 fois. Voilà. Il attendait le micro aussi. Oui, je me permets de rebondir aussi parce que de mon expérience, effectivement, la difficulté, c'est vraiment ce travail collaboratif avec le business analyst pour écrire ces fameux tests d'acceptance. Et du coup, donc je suis Benoît Loriga avec Christophe Anaki. Cet après-midi, on va animer un atelier à 16h30. C'est des questions, c'est pas de la vue. Hein. Ouais. Mais non, mais aller faire l'atelier, c'est toujours intéressant de découvrir. C'est vraiment travailler ensemble, et je pense que ça apporte beaucoup de choses. Ça a vraiment, alors ça n'a pas révolutionné le projet de bout en bout, mais ça a permis de taper là où ça faisait mal, de taper où il y avait de la complexité technique, et d'essayer de dire. En fait, ça met en avant quand vous écrivez du BDD, comme il disait, vous êtes obligé d'écrire des choses simples. Quand vous avez des choses complexes derrière qui n'ont aucune valeur métier, vous allez voir, ça va les faire sortir tout de suite. Et après, c'est une écriture qui est très logique. Donc tout ce qui est illogique, ça ressort direct aussi. Parce que c'est très simple de faire un fichier Excel avec toutes les logiques et tous les if, et vous avez une option qui est proposable, visible, faisable, ou non proposable, non visible, mais faisable, ou etc. Et en fait, quand vous l'écrivez, vous regardez la personne, vous vous dites, mais pourquoi tu fais ça ?
pourquoi tu l'as écrit comme ça? Bon, après, voilà, après il y a l'historique, vous pouvez pas le changer, mais au moins que ça soit rendu visible, au moins un peu comme le management visuel, on rend visible les choses, on rend le métier visible. C'est vraiment une valeur inestimée. Je rebondis un peu sur ce que tu as dit. On a la chance ici d'avoir pas mal de PO qui sont investis dans des conférences comme celle-là. C'est vraiment les sujets qu'il faut avoir, c'est comment, c'est le langage commun dont je parlais, et donc trouver des ateliers PO qui vont vous permettre de mettre en place cette communication avec le dev. C'est là où vous aurez le plus gros ROI, comme on dit. Question par là. Il nous reste pour les questions. 3 minutes. Au pire, n'hésitez pas après à venir nous parler. Oui, est-ce que dans cette équipe, sur un projet, qui est en charge de l'automatisation? Est-ce que chaque développeur automatise avant de développer, ou bien est-ce qu'il y a un rôle spécifique qui automatise et que chaque développeur développe par contrat? Alors, je vais répondre à cette question. Alors déjà, c'est vrai, comme l'a présenté Clément, il y a un peu une culture des héros parce que c'est des mini-briques, et donc on est plutôt 1, voire 3 développeurs maximum. Et la moyenne, c'est 1,1. Voilà, c'est plutôt un développeur. Donc c'est à lui de gérer que son test d'intégration marche, à lui de gérer son côté professionnel. Donc il fait passer les tests, etc. etc. Moi, c'est moi qui faisais tout. Parce que je vois pas pourquoi je me mettrais un bloc entre les deux, entre faire passer les tests, avoir la qualité et avoir le code. Là, je travaille donc sur la partie post-panier, où on est un peu sous l'eau, et j'avoue que j'ai pris le rôle, plus ou moins il n'y a pas de rôle attribué, mais j'ai pris le rôle de gérer ces tests et d'essayer moi-même de prendre le temps de les faire avancer et de les mettre en place. Donc après si l'équipe est mature, je pense que tout le monde doit s'y mettre. Et suivant les préférences vont s'y mettre. Après, si l'équipe n'est pas mature ou si les gens sont moins, peut-être faire un tournus, essayer de pousser ça. Après, c'est le rôle du Scrum Master ou du chef de projet ou du PO de pousser ça. Mais je pense que vraiment, si vous résolvez le problème du PO, qu'il est motivé à le faire, qu'il est motivé à rentrer dans la pratique, le reste sera facile. Vraiment. C'est pas un problème de dev, c'est vraiment un problème de PO. Par exemple, le PO actuel, il est sous l'eau, il n'a pas le temps de les faire, donc c'est moi qui les écris de A à Z. C'est même plus lui qui les écrit, c'est moi qui, plus ou moins, le décharge de ce travail-là. Voilà. Ce sera la dernière. Allez, il reste 30 secondes. Bonjour et puis félicitations pour cette présentation. Le sujet des spécifications, c'est un sujet assez intéressant depuis que le bouquin sur les spécifications, par exemple, sont sortis. Ce que je trouve intéressant en tout cas dans le modèle et que je ne retrouve pas en fait dans votre présentation, et je suis toujours un peu en recherche justement sur ce sujet-là, c'est que les spécifications qu'on rend donc exécutables, pour moi, elles doivent faire quelque part un peu partie de la spécification aussi que tout à chacun va pouvoir lire pour pouvoir se documenter sur le projet. C'est-à-dire que une spécification, c'est pas simplement qu'un ensemble de cas tests, c'est aussi des fois on va peut-être documenter avec un workflow, on va peut-être expliquer voilà, quel statut correspond à quelle étape de process. Il y a aussi des choses forcément littéraires dans tout ça. Et ce que j'aime bien, c'est un peu par exemple un outil qui proposait ça, qui malheureusement a un peu arrêté d'évoluer, qui était Green Paper, qui permettait justement au sein de Confluence, intégré avec Jira, d'avoir cette dualité, justement d'avoir un outil dans lequel j'ai justement ces spécifications un peu littéraires, à laquelle je vais intégrer des cas tests qui sont complètement exécutables, et du coup, je partage à travers ce outil ces éléments avec mon PO, le PO peut les faire évoluer facilement, etc. etc. Et là, je trouve qu'on ressort vraiment toute la connaissance et tout le potentiel de ce qu'il y a dans le BDD. Quand je vois JPA, je trouve ça bien, mais je trouve ça encore un peu très très loin de ce qu'on est capable de faire. C'est là où tu sais. Par exemple, et je trouve ça. Ouais. Moi, je suis vraiment déçu qu'ils n'aient pas continué de faire évoluer ce produit-là chez Pixis, parce que je trouve que c'est un très beau produit pour le monde du BDD. Bah, il faudrait leur demander. Mais pour répondre à la question, en fait, Thucydides, c'est un outil que je n'ai pas exploité entièrement et qui peut se relier à Jira. Donc pareil, on peut les mettre les besoins fonctionnels dans Jira. Par exemple, vous demandez une amélioration de Jira et vous l'avez de l'autre côté. Les deux peuvent être reliés entièrement. En fait, nous, on ne l'a pas, parce que voilà, on a aussi à un moment, il faut aussi sortir. Il ne faut
pas faire que de la plomberie, il faut aussi délivrer. Et Thucydides permet de gérer l'interaction entre les deux. Donc vous avez un Jira, un bug ou une amélioration Jira, un numéro Jira, ça relie les deux et vous voyez lesquels tests ne sont pas encore passés. Ils sont en mode pending, c'est-à-dire en attente d'avoir un développeur qui a relié le test au code métier. Mais vraiment, c'est ce que j'ai compris et ce que je pense qu'il faut vraiment comprendre, c'est que l'outil, c'est rien par rapport au temps et au besoin d'avoir deux gens qui se parlent et qui parlent le même langage. C'est un peu peut-être un concept haut niveau, un principe qu'on se dit, bah ouais, mais comment on le fait dans le lundi? Mais si vous avez ce concept-là, vous avez tout le reste. Le reste, il viendra. Nous, pour info, on a commencé, mais on a décidé de ne pas utiliser la partie automatisée. Pour l'instant, on fait simplement justement ce travail d'abord de spécification par exemple, de manière littéraire, qu'on met en conférence. Quand on saura bien faire, on verra comment l'automatiser. Moi, on est d'accord que le cœur du travail est bien. Pour le coup, moi, ça fait depuis une mission en 2010 que souvent je réécris, mais je réécris sans jamais avoir le temps de l'automatiser. C'est la première fois où on a un vrai projet, en tout cas que je suis sur un vrai projet où on arrive vraiment à faire ça. Donc l'expérience d'ailleurs dont je parlais, d'être capable d'emmener le PO vers ce mode d'écriture, je l'ai acquis en me prenant des murs. Et c'est une très très bonne solution de commencer par déjà avoir ça, parce qu'ils sont écrits là, mais on pourra les automatiser plus tard. Bon, je pense que le temps des questions est terminé. Si fini. vous avez des questions, vous pouvez venir nous voir après. Il y a pas Merci de à tous. Merci.